Alors, on y va pour les questions dans la salle. Sandrine, à toi de jouer. Bonjour, Bonjour, François Costala, directeur d'EHPAD public territorial et adhérent à l'AGEI, Association des directeurs des EHPAD des Landes. Moi, j'ai une question aujourd'hui concernant ce vaste sujet de l'attractivité des métiers. Je vais parler spécifiquement des soignants en EHPAD, des aides-soignantes, des AES. Pourquoi nous imposons à ces soignants des facteurs de précarité et d'insécurité dans leur parcours professionnel? Et après, pourquoi il y a des problèmes d'attractivité? Eh bien, ma question est la suivante, c'est dans la mesure où ces agents passent un diplôme d'État, ils sont contraints d'obtenir un concours pour accéder au grade de stagiaire de la fonction publique territoriale. Et dans l'intervalle de ce délai, ils sont agents contractuels et donc précaires. Donc ils ne peuvent pas faire d'emprunt, ils ne peuvent pas, etc. Donc ils sont contractuels forcés alors qu'ils ont un concours national de soignants. Et le jour où ils obtiennent leur concours d'aide-soignant de la fonction publique, ils sont titularisés. Il s'écoule plusieurs années. Malheureusement, au bout de 10-15 ans, on le sait, en tant que directeur, au bout de 10-15 ans, les soignants développent des troubles musculo-squelettiques, des maladies professionnelles. Et il vient l'heure de la réorientation professionnelle. Mais là, le statut fait que si vous voulez vous former, vous devez vous mettre en disponibilité et vous n'avez pas de filet de sécurité de salaire. Et donc, vous ne pouvez pas vous former. Et nouveau système de précarité et d'insécurité. Voilà pour le soignant. Voilà, c'est sur ce point que je souhaitais vous interpeller et éventuellement échanger. Merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Michel, vous avez une réaction là-dessus. Il n'y avait pas eu une discussion dans le rapport El Khomri là, sur la question de accès sans concours? Merci. Écoutez, je ne suis sûrement pas le plus compétent pour vous répondre. Simplement, il y a effectivement débat pour la suppression de ce concours. Myriam El Khomri l'avait proposé. Il y a débat. Bon, ensuite, ce que vous avez évoqué, ce sont les étapes habituelles de l'entrée dans la fonction publique, qu'elle soit d'État ou qu'elle soit territoriale. Cette période de stagiarisation et puis ensuite de titularisation. Bon, toute réforme simplifiant serait utile. Il n'en demeure pas moins qu'à l'heure actuelle, je suppose qu'avec les difficultés que vous avez pour trouver des aides-soignants et d'autres types de professionnels, vous n'en rajoutez pas vous-même et que peut-être que dans leur tête, un professionnel qui donne satisfaction doit savoir que, franchement, son déroulement de carrière et tout tracé sera le plus fluide possible. Ceci étant, vos propositions de simplification peuvent être aussi entendues. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle, sinon j'en ai sur mon téléphone, absolument moderne. Alors, on a une question. Alors, tac, attendez, parce que c'est rupture. On y va. Alors, la question des... Alors, je vais la question des ratios d'accompagnement et des remplacements. Donc, sur deux propositions de levier. Donc, ça interroge directement la feuille de route et les choix de politique publique. Donc, si je traduis, sur les ratios d'accompagnement, c'est probablement lié à la complexité des situations individuelles. Je ne sais pas qui, en fait, est l'auteur de cette question. Alors, je suis Fabienne Noé, c'est moi qui ai posé la question. D'accord. J'ai le micro. Donc, Fabienne Noé, donc, je suis directrice d'un EHPAD associatif dans les Landes, donc une petite exception landaise. Je suis directrice de l'EHPAD Le Berceau et de la maison d'accueil temporaire Le Berceau, qui a ouvert donc en 2021.
les deux leviers aujourd'hui qui nous semblent importants et je pense qui ont été inscrits dans tous les rapports que Michel Laforcade a cités, ce sont les ratios d'encadrement. Je pense qu'aujourd'hui, on pourra tourner le problème de tous les côtés, regarder le visage de Janus d'un côté ou de l'autre, on pourra tout faire. Si on ne met pas plus de personnes en face, on ne pourra pas attirer des professionnels. Aujourd'hui, envisager qu'un professionnel soit en face, alors que ce soit dans le travail social, que ce soit dans la protection de l'enfance ou que ce soit dans tous les métiers. J'ai été, il y a bien longtemps, spécialiste de protection de l'enfance, donc je dirais la même chose. Mais dans les EHPAD, si vous ne mettez pas plus de personnel et si vous mettez une aide-soignante pour s'occuper de 12 personnes dans son temps de travail, la qualité de l'accompagnement, de toute façon, ne sera pas au rendez-vous. Quelle marge d'autonomie pour le professionnel qui sait, en embauchant le matin, qu'il devra agir auprès d'un certain nombre de personnes qui parfois ne le voudront pas, parfois seront endormis, parfois n'auront pas envie de se laver, etc. Donc la question du ratio d'encadrement est extrêmement important et je suppose que l'ensemble de mes collègues directeurs d'EHPAD seront fortement intéressés par cette question. Et la deuxième, c'est le taux de remplacement. C'est-à-dire, aujourd'hui, nos établissements n'ont pas les budgets pour remplacer à 100% les personnels qui ont droit au congé, qui ont droit aux fériés, qui ont droit aux récupérateurs, qui ont droit à être malades ou à avoir des enfants malades. Aujourd'hui, si on veut attirer les professionnels et si on veut parler véritablement de qualité de vie au travail, pour les professionnels et pour leurs managers, parce que je pense qu'en tant que directeur, on est véritablement associé à ces difficultés de terrain, eh bien, je pense qu'il faudra un engagement fort et mettre en action et en décision politique ce qui est écrit depuis plus de 10 ans dans tous les rapports défenseurs des droits, rapports LIBO, tous les rapports des dernières années, y compris le rapport El Khomri, enfin tous les rapports. Si on ne met pas en acte et en décision politique ces ratios d'encadrement, de toute façon, on ira droit dans le mur et il ne sera plus question de parler de pouvoir d'agir. Je vous remercie. Merci. Je ne sais pas si... Paul ? Oui, je peux apporter quelques éléments de réponse. Bonjour à tous. Un des objectifs... je vais me lever, ouais, effectivement. Pardon. Un des objectifs clairement avoués dans le cadre de la construction budgétaire et de l'accompagnement des EHPAD, Fabienne, tu le mesures comme l'ensemble des collègues qui sont aujourd'hui présents, c'est de tendre vers, Xavier Fortinon l'évoquait ce matin dans le cadre de la conférence de presse, c'est de tendre vers un équivalent, vers 0,8 ETP par personne accueillie dans nos établissements. Alors on n'y est pas pour tous. Malgré tout, on a essayé de donner des moyens pour essayer de créer des emplois complémentaires. Et on essaiera encore, dans le cadre de la construction budgétaire 2023, d'accompagner ceux qui sont les plus en retard sur ce schéma-là. Ça fait partie potentiellement des premières réponses au remplacement ou au non-remplacement des gens que l'on a dans les établissements. Pas trop de lumière, j'ai pas l'habitude. Le problème, je partage tout à fait ton analyse, c'est effectivement le financement de ces remplacements. On était dans une période il y a 15-20 ans où on avait beaucoup moins de difficultés, d'une part pour recruter, d'autre part par rapport au taux d'occupation générale de nos établissements même. Et on se retrouve maintenant dans un schéma où les recettes ne sont plus autant équilibrées qu'elles pouvaient l'être avant et où on a une difficulté de recrutement. Deuxième chose, c'est que effectivement, on a aussi un problème lié à l'assurantiel. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on n'avait pas de difficulté pour avoir une assurance statutaire qui nous permettait de remplacer au premier jour d'absence, aux 15 jours, aux 30 jours, les gens qui avaient des problèmes de santé, devaient accompagner un proche, comme tu le disais, ce qui n'est plus le cas maintenant, puisqu'on est dans un schéma où il faut calculer la rentabilité d'une assurance par rapport à la réalité de l'absentéisme et de ce que ça engendre comme coût dans nos établissements. Donc on est sur une évolution des pratiques qui, effectivement, doit nous amener à réfléchir au niveau de l'ensemble des tutelles sur est-ce que ce risque doit toujours être laissé pour compte ou est-ce qu'on doit considérer budgétairement ce risque par rapport à l'équilibre de prise en charge souhaité. C'est-à-dire, en parlant clair, est-ce que l'État doit, dans le cadre des forfaits soins dévolus aux établissements, accompagner un supplément par rapport à l'absentéisme
classique et qui est devenu classique maintenant entre 5 et 15, voire 20% dans certains cas. Et est-ce que les tutelles départementales, dans le cadre de la validation d'un prix de journée, doivent intégrer ou pas un supplément qui permet d'accompagner cette notion d'absentéisme qui est maintenant chronicisée sur l'ensemble de nos établissements? Ça fait partie des questions que nous on se pose, qui ne sont pas simples, parce que dans la maîtrise des prix de journée, comme vous le savez mieux que moi, ce n'est pas évident, mais ça fait partie des choses qu'il va falloir qu'on prenne en considération dans le cadre de la feuille de route de l'attractivité. Est-ce qu'il y a d'autres questions en haut? Pas en haut? D'accord. Non. Alors je vais poser celle qu'on m'a transférée sur la prévention de la maltraitance. Alors je ne sais pas si c'est en lien avec les ratios. C'était la suite de la question sur les ratios ou pas? Une autre question. Ok. Est-ce que la personne, le collègue ou la collègue qui porte le débat veut... Bonjour Monsieur Poc. Merci à vous. Bernard Poc, je m'occupe d'Alma 40, d'Alma Land. C'est une association donc départementale qui essaie d'être à l'écoute des situations de maltraitance concernant les personnes âgées et les adultes handicapés. Et je suis par ailleurs élu à la fédération du 39-77. Ma question, on ne pourra pas automatiquement apporter une réponse aujourd'hui, mais c'est une question qu'il faut se poser. On a bien décrit cet après-midi la situation actuelle des personnels de l'accompagnement. Et c'est assez terrifiant. Comment voulez-vous, dans ces conditions-là, qu'il n'y ait pas un risque réel de maltraitance, et en particulier de maltraitance institutionnelle? Et les professionnels, ils sont... Alors, bien sûr, les personnes vulnérables qu'on essaie d'aider, ils sont confrontés. Et les personnels aussi. Les personnels, dans ce contexte difficile, qui amène une certaine maltraitance institutionnelle ici ou là, ils sont aussi victimes de cela. Et on les prend comme maltraitants. Et ils sont parfois maltraitants, sans le vouloir. Donc, ma question, c'est est-ce qu'on est décidé à être attentif et à trouver les moyens de prévenir ces maltraitances et de les détecter? Et je pense que, comme au sein de notre fédération de 39-77, on peut, si on le veut, vraiment détecter précocement les situations de maltraitance, en particulier en établissement. Chaque fois qu'il y a des équipes qui fonctionnent correctement, où la parole circule, où la direction est efficace sur le plan humain aussi, elle est proche de ses professionnels, la parole est susceptible de circuler et on peut avancer et on peut peut-être la détecter, cette fameuse maltraitance. Le risque de maltraitance, il existera toujours, mais si elle reste dans le silence, c'est une catastrophe. Et ça aussi, ça intervient dans l'attractivité des métiers. Merci, Dr Poc. Peut-être... Allez-y. Hein. Marcel, prévention, prise en compte, oui, réponse à la maltraitance, notamment sur la maltraitance dite institutionnelle qui est maintenant dans les textes. Sur la question de la maltraitance, puisque, comme vous savez, il y a eu le lancement des états généraux sur la maltraitance, et c'est quand même, d'ailleurs, c'est un sujet d'autant plus de préoccupation qu'on ne parle pas que de la maltraitance en institution, mais également la maltraitance à domicile. Et là, on est devant quelque chose qui a l'air de perdurer. Je me rappelle quand j'étais à l'Observatoire national de l'enfance en danger, à un moment donné, on parlait, comme l'ANESM d'ailleurs, beaucoup de bien-traitance, une volonté de positiver le vocabulaire, et puis il a fallu se rendre à l'évidence que cette question, on ne pouvait pas ne pas se la poser. Ça pose un problème assez énorme, parce que derrière ça, c'est la question du rapport aux personnes. Et ce rapport aux personnes, ça a été dit,
c'est un des enjeux des formations des professionnels, que ce soit des formations initiales ou des formations tout au long de la vie. C'est absolument central. Ceci dit, on est dans un type de société où parfois, que j'ai vu d'ailleurs en étant moi-même en situation professionnelle, un des éléments pas qui explique, mais en tout cas un élément à prendre en considération, c'est la solitude des professionnels. C'est-à-dire que bien souvent, la maltraitance, elle s'exerce lorsque l'on est démuni, lorsque l'on est impuissant, quand on a une difficulté à faire appel à un tiers, qui a un problème d'encadrement, un certain nombre où on peut se sentir débordé. Et là, de ce point de vue, Cyprien Avenel évoquait l'importance du collectif. C'est vrai que le collectif peut... Alors, il peut y avoir de maltraitance collective, hein, mais le collectif est quand même un rempart par rapport à ça. Donc, pour moi, la question de la solitude, dans une société d'ailleurs très marquée par l'individualisation très poussée des relations, c'est quelque chose qui expose finalement des personnes en difficulté ou très fragiles, qui les expose à la maltraitance. Et malheureusement, je crois que ça c'est un chantier qu'il va falloir prendre, y compris dans les questions de formation, parce que je suis d'accord pour dire que c'est pas uniquement un problème de transfert de compétences, la formation. C'est aussi un apprentissage d'un positionnement qui soit conforme aux attentes des personnes et puis aussi des valeurs qu'on est censé défendre. Excusez-moi. Merci Marcel. Une autre question, alors du coup je sais pas qui dans la salle la pose, mais alors du coup je la lance et le ou la collègue peut évidemment compléter. C'est le fait, donc on est sur la question du vivier et des jeunes générations et comment accompagner les jeunes élèves. Donc on est au niveau de l'éducation nationale, je crois qu'on a. Alors, vous dire, j'en profite, que dans cette feuille de route, l'éducation nationale, la direction académique nous a rejoint, qu'elle est partenaire de cette feuille de route. Je ne sais pas si le collègue IEN en charge de l'orientation est là. Non ? Ok. Bon, donc la question est comment accompagner les jeunes élèves en secondaire à développer leur empathie et s'orienter vers ces métiers. Il y en a deux questions en une. Hein. C'est l'éducation. Il y a un biais cognitif quand même dans cette question, je suis désolé, hein, mais est-ce que les jeunes sont empathiques ? Voilà, question coefficient 3. Et s'ils le sont ou s'ils le sont encore, c'est pour ça que je pense qu'il y a un biais, mais c'est histoire de provoquer un peu là. Et finalement, comment les intéresser à ces métiers de l'accompagnement ? Alors je ne sais pas quel est là ou le collègue qui... J'ai des biais cognitifs moi aussi, hein, donc il n'y a pas de souci pour... Ok. Donc alors, l'empathie des jeunes et l'intérêt pour l'accompagnement. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole ou on essaie de voir comment en discuter ? Ouais, on fait plutôt comme ça ? Ça marche. Qui veut se lancer sur cette question bien compliquée ? Et là, on a un problème visio, tout coupe. Alors, l'empathie, comment... je ne vais pas faire d'anglicisme, mais c'est finalement une forme de... Est-ce que les jeunes... Je suis en train de ramer, là, hein, je suis en train de vous dire. Vous voyez, Michel, que je suis en train de ramer. Je vais prendre le relais, mais entre rameurs, hein, moi je vais ramer aussi, parce que c'est une question vraiment, vraiment difficile. Alors, l'empathie des jeunes, moi, deux, trois réflexions de simples citoyens. Hein. Sur le plan professionnel ou sur le plan de la recherche, je n'aurai aucun élément particulier à vous donner. L'empathie des jeunes, d'abord, je ne vois pas pourquoi il y en aurait moins à l'heure actuelle. Ce n'était pas du tout le sens de votre question, hein, d'ailleurs. Mais pourquoi il n'y en aurait pas autant à l'heure actuelle que naguère ? Donc, de ce côté-là, je ne suis pas inquiet. Pour le reste, encore faut-il montrer à ces jeunes-là que l'empathie est une vertu intéressante et qu'ils se situent dans une société qui pourrait devenir empathique, où la question du prendre soin pourrait redevenir importante. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là qui peut être intéressant à l'école. Je viens de lire une phrase de Bachelard que je n'avais jamais lue. Ce n'est pas à l'école
Ce n'est pas à l'école à s'adapter à la société, mais c'est à la société à s'adapter à l'école. J'aime beaucoup cette formule-là pour expliquer que, précisément, l'école qui voudrait à tout prix singer la société ne remplirait pas sa mission. Bref, peut-être que c'est à l'école de rappeler les vertus de l'empathie. Et puis à partir de là, il y aura des jeunes plus ou moins empathiques que d'autres par définition, donc ils seront plus ou moins appelés à exercer ces métiers. Tout ça peut-être pourra passer par le filtre des stages et de la sélection, où un jeune verra s'il est fait ou pas par ces métiers-là, et puis peut-être un jour par le filtre ou la sélection de l'apprentissage. Mais j'ai l'impression d'avoir ramé avec Saïd, pas forcément d'avoir répondu avec votre question. Bon, allez-y. Bonjour, juste peut-être pour répondre à cette question, mais avec un regard pareil de la société. On voudrait peut-être que les jeunes soient empathiques dans une société où on n'a pas beaucoup d'empathie pour les jeunes, dans une société où déjà on est sur de l'individualisme. On voudrait que les jeunes soient les meilleurs. Moi, juste, je défie les parents, pas de cette salle, mais les parents dans la société, d'avoir des enfants et de leur dire en troisième, au moment de l'orientation, mon fils, moi, je voudrais que tu sois un accompagnateur, je voudrais que tu travailles dans le social ou que tu travailles à l'aide à la personne. J'en connais pas beaucoup de parents. J'en connais pas beaucoup de parents qui souhaitent que leurs enfants deviennent des aidants ou deviennent des travailleurs sociaux. Déjà ça, alors là, on peut nous tous collectivement, on est des convaincus, on sait qu'on en a besoin, mais après, quand on se retrouve individuellement en tant que parent, je me mets dans tout le groupe, hein, je sors pas du groupe. La société... dans la réussite de l'enfant, est-ce qu'on attend de ses enfants, est-ce que la société voudrait attendre de ses enfants, c'est de la réussite individuelle, c'est les premiers de cordée, n'est-ce pas? Et donc, du coup, quand on parle d'empathie, c'est déjà, je ne sais pas, dans notre forme de vie... alors, je ne parle pas d'époque ni rien, mais il y a des sociétés où, dès l'enfance, on apprend à l'enfant à être empathique avec ses grands-parents, avec ses parents, avec ses voisins. Et j'en vois de moins en moins. Donc, je ne sais pas comment est-ce que tout d'un coup, en seconde ou en troisième, on décide de donner un petit peu des piqûres à ces enfants pour qu'ils deviennent empathiques. Et je dis vraiment ça avec un regard de terrain, où je travaille beaucoup avec des jeunes, et que l'empathie, on le voit aussi selon les structures familiales, et comment est-ce qu'ils sont éduqués un petit peu à l'empathie déjà dès l'enfance et avec la famille. Voilà, c'était juste une réflexion. Je peux compléter, je peux dire quelque chose Attends Marcel, attends. Il faut... Juste 2 petites secondes. Voilà, on a une autre contribution dans la salle. Sur ce sujet exactement, je pense que le cinéma français s'est emparé de cette sensibilité à amener aux jeunes. Et en 2022, il y a eu le film Maison de retraite avec Eve Adams qui vient justement toucher ce sujet-là, quoi. C'était juste une petite parenthèse. Oui. Marcel, tu voulais réagir et puis. Oui, parce que effectivement, il y a plusieurs. C'est un point qui est essentiel. Quand on parle de difficultés de recrutement, de problèmes d'attractivité, il faut aussi se dire que en amont, il y a tout un travail d'explication. Alors de plus en plus, on sait l'importance des stages d'abord, même s'il y a des obstacles réglementaires par rapport à l'accueil de stagiaires très jeunes, mais il y a beaucoup de jeunes qui spontanément s'engagent d'ailleurs dans des actions, on va dire, à caractère humanitaire. Le problème, c'est souvent une méconnaissance du paysage institutionnel, de ce que c'est que l'action sociale et médico-sociale, de ces dispositifs, de ce que sont les métiers. Donc il y a un problème d'explication de ces métiers. Et puis, malheureusement, parfois... la représentation qui est donnée du travail social ou de corporation ou d'institution
peut avoir un effet de repoussoir. Donc il y a un travail pédagogique à faire, et de plus en plus, je pense qu'il y a des équipes, alors soit de prévention spécialisée dans certains territoires, ou des formateurs d'établissements de formation au travail social qui vont dans les collèges, qui vont dans les lycées, qui font ce travail d'explication. Ça prend du temps, mais aujourd'hui, les établissements de formation au travail social qui ont du mal à avoir des promotions complètes savent que s'ils ne font pas ce travail en amont et par des interventions en collège ou en lycée, ils savent qu'ils appauvriront nécessairement le système, parce qu'il y a quand même un verrou dont on ne parle pas trop, enfin, qu'on n'avait pas imaginé être un verrou, mais on avait imaginé que c'était plutôt un sas ou une voie de passage, qui est Parcoursup. Et là, on se rend compte, ou en tout cas, on s'interroge sur les effets de l'institution de Parcoursup dans l'entrée en formation initiale pour les travailleurs sociaux, parce que souvent, les jeunes cochent des cases un peu sans trop savoir ce que ça implique, ou alors se font une représentation. Je rappelle, je termine dessus, qu'à un moment donné, ça avait été le cas d'ailleurs dans certaines écoles d'éducateurs spécialisés, on imposait une expérience au moins de 3 mois auprès de jeunes en difficulté pour pouvoir candidater à l'entrée de formation initiale. Et au moment de l'institution de la régionalisation, les régions ont établi une distinction entre les formations, comme on dit dans le jargon, en voie directe, c'est-à-dire avec un statut d'étudiant, et puis les formations qui relevaient des branches professionnelles, des employeurs, etc. Et à un moment donné, eh bien, il fallait, au contraire, non pas valoriser une expérience professionnelle antérieure ou une expérience de stage antérieure, mais au contraire, une espèce de virginité de lycéens qui passaient au stade étudiant. Et là, il y a eu un appauvrissement, effectivement, des bases de recrutement. Bonjour à tous. J'avais très rapidement un remerciement et un témoignage à faire sur le lien avec la question d'aujourd'hui. Donc Jean de Miramont, je suis porteur de projet d'un habitat inclusif à Mimizan. Et aujourd'hui, j'ai fait le bilan de Laura, qui est la coordinatrice de l'habitat de Mimizan. Et je voulais adresser un remerciement à ce propos, parce que le cadre de l'habitat inclusif, qui a été lancé en 2018 avec la loi Elan et qui est pris à bras-le-corps par les départements, m'a permis aujourd'hui d'avoir un bilan qui était ultra positif après 1 mois d'ouverture, où Laura m'a dit que en construisant le projet de l'habitat avec les personnes, en se l'appropriant, elle a gagné un nouvel élan, elle a donné un nouvel élan aux personnes âgées qui demain aussi se projettent, sont en meilleure autonomie, sont heureuses, etc. Et donc finalement a regagné du sens dans son travail au quotidien. Et moi voilà, ça m'a rendu personnellement très heureux de la savoir heureuse. Et je pense que c'est aussi en lien avec ce qu'on disait chacun tout à l'heure, Michel Laforcade en particulier et Denis Pifto qui a beaucoup travaillé sur l'habitat inclusif, mais mine de rien une certaine radicalité. Donc voilà, il y a des choses qui sont quand même faites et je voulais dire merci pour ça. Le département des Landes travaille beaucoup sur le sujet de l'habitat inclusif et d'autres départements aussi. Mais voilà, donc je suis reconnaissant en tant que porteur de projet qu'il y ait des mesures radicales, honnêtement assez innovantes, qui soient quand même prises en ce moment. Merci beaucoup. Bonjour, juste une petite question en complément de l'attractivité des métiers de l'accompagnement. On a parlé des travailleurs sociaux, des médico-éducatifs, etc. Mais dans nos institutions, il y a aussi des personnels, des cuisiniers, des secrétaires, des maîtresses de maison, surveillants de nuit. Et est-ce qu'il est prévu dans cette feuille de route aussi de s'intéresser à comment participer à cette attractivité aussi pour eux et l'inclusion, parce que l'institution est un système qui participe pour chacun à l'accompagnement des personnes. Écoutez, vous dire que dans le cadre de la feuille de route initialement imaginée, je pense que la task force, l'équipe qui travaille maintenant depuis plusieurs semaines sur cette feuille de route n'a pas nécessairement imaginé. Mais ça fait partie, je crois, dans le cadre des prochaines réunions territoriales qu'on va avoir, puisqu'il y en a 4 qui sont prévues d'ici la fin du mois de mars. Ça fait partie des amendements, si je puis dire, puisque c'est à la mode ce mot cette semaine. Des amendements qui pourront être
apporter dans le cadre de cette feuille de route. Alors, au-delà de cette proposition, il y a malgré tout, je crois, quelque chose qui a été évoqué tout à l'heure par Michel, du moins ça l'était ce matin, c'est la notion de compétitivité aussi. C'est être capable de donner, d'offrir un cadre d'emploi compétitif par rapport à ce qu'ils peuvent avoir dans le privé, par ailleurs, ou dans d'autres niveaux, y compris dans le cadre de leurs projets professionnels. Exemple du cuisinier, être capable de faire évoluer ses pratiques en matière de restauration collective et donner envie à un cuisinier qui a envie de faire de la cuisine, de travailler des produits cohérents, comme ceux qu'on peut avoir, je ne fais pas de pub, mais sur le schéma gris local, par exemple, dans les Landes, quand on voit de façon désespérante par moment la qualité alimentaire de nos établissements. Un exemple simple. Voilà. Mais effectivement, je pense que ça fait partie des propositions que l'on peut travailler dans le cadre de la suite, si je puis dire. Mathieu Sibé et Philippe Lamarque. Merci Cécile. Merci Saïd. Mathieu Sibé, donc enseignant-chercheur à l'Université de Bordeaux. Et voilà, je porte pas mal de projets de recherche autour de la qualité de vie au travail et de la qualité de vie des conditions de travail des professionnels de ce secteur. Je voudrais faire juste peut-être deux petites remarques à tous ces propos très intéressants. Le premier, c'est de dire que vous avez beaucoup de chance dans les Landes de vous lancer dans une démarche collective, en fait, une démarche territoriale, avec une feuille de route qui trace un peu un avenir et des voies de progrès. Pourquoi je dis ça? Parce que ce que l'on observe souvent, c'est plutôt le développement d'initiatives très individuelles, avec des marques employeurs. Vous savez, chacun part de son côté. Et donc ici, on est plutôt sur une marque territoriale, je dirais, autour de l'attractivité. Et donc ça, c'est un point important. Excusez-moi, je reprends mon souffle. Et puis... Vous pouvez souffler, parce qu'avec ce que vous venez de dire, moi, ça me fait plaisir. Vous pouvez souffler. Ah, pardon. Et donc, tout ce danger de partir tout seul, quoi. Il vaut mieux partir collectivement. Et puis la deuxième chose, Michel Lafourcade disait, c'est important aussi de donner la parole aux professionnels pour savoir qu'est-ce qu'ils attendent, quoi. Alors là, peut-être je vais prêcher un peu pour ma paroisse, mais c'est vrai que nous, on développe des outils de mesure de la qualité de vie au travail. Et je pense que vous avez choisi de partir avec notre équipe universitaire pour développer l'outil Kena, qui a déjà été testé sur les EHPAD. On va co-construire ensemble l'outil Kena domicile, c'est-à-dire de réflexion sur qu'est-ce que c'est que la qualité de vie au travail et comment on peut la mesurer dans le secteur du domicile. Donc je pense que ça, c'est un point important. On y apportera, nous, toute notre rigueur méthodologique. Voilà ce que je voulais dire sur ce point-là. Et ça rejoint un point important, c'est que la qualité de vie au travail se construit avec les professionnels et que, ensuite, ce que disait Denis Piveteau, ça repose beaucoup sur cette symétrie des attentions. Il ne peut pas y avoir de qualité de l'accompagnement sans qualité de vie des professionnels, sans bien vivre leur relation au travail. Voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie. Kena, ça fait partie potentiellement de notre feuille de route avec un accompagnement et on va essayer d'y travailler sur le territoire, puisque c'était le mot que vous avez employé, sur le territoire landais, effectivement. C'est un outil qui nous intéresse effectivement sur, je dirais, la gestion et le suivi QVT sur nos établissements. Philippe, la dernière? Oui, la dernière. Allez. Oui, Philippe Lamarque, président de l'Union départementale CCAS. Bon, ce n'est pas une question, c'est... je viens de passer 2 heures, 2 heures et quart de réunion avec des magnifiques experts qui nous ont apporté beaucoup de réponses à des questions qu'on peut se poser. Mais moi, je voudrais avoir une petite reconnaissance. C'est pour les agents sociaux qui sont aujourd'hui en activité, qui vont partir à la retraite demain. Et je leur souhaite de partir rapidement à la retraite avant qu'on leur donne 2 ans de plus. Parce que je ne sais pas si, quand elles vont partir à la retraite, il faudra malheureusement qu'elles partent dans des unités spécialisées pour les remettre en forme. Donc moi, je voudrais quand même avoir une pensée pour ces femmes qui ont toute leur carrière, elles ont vu l'évolution de ce métier. Un métier qui a quand même beaucoup changé.
Moi, je me souviens quand je suis rentré dans les CIS en tant qu'élu dans les années 96 et 97, on les appelait les femmes de ménage. Aujourd'hui, ce métier a évolué, c'est plus ça. La société aussi a évolué. Les bénéficiaires ne sont plus les mêmes. Je crois que la société, on devient de plus en plus tard âgé. Et quand on a besoin des services, on est très âgé et on devient peut-être un peu plus exigeant qu'on ne l'était. Donc moi, je voudrais avoir une reconnaissance à ces filles-là. Et je voudrais que dans le cadre de l'attractivité de la formation qu'on va mettre en place, on n'oublie pas ces filles qui sont à 10-15 ans de la retraite, qui ont 10-15 ans d'ancienneté, qu'on ne les oublie pas dans la formation, parce que quand je vois ce qu'elles ont donné pendant 2 ans de confinement, de Covid, elles ont besoin peut-être aussi de formation, elles ont besoin de soutien, et certainement aussi beaucoup de reconnaissance. Voilà ce que je voulais dire moi aujourd'hui sur les services qui sont donnés aujourd'hui. Ok, donc c'est à moi de conclure. D'accord. Écoutez, moi pour conclure, une première remarque, c'est que ce matin, dans le cadre de la conférence de presse à laquelle certains d'entre vous ont participé, ce qui était intéressant, c'est qu'on a réussi à mettre autour de la table l'ensemble des acteurs qui vont, mais comme vous le disiez tout à l'heure, difficilement pour d'autres départements, travailler dans le même sens pour un territoire. L'objectif, c'est ça. Alors, moi, je ne dirais pas que le Covid est bienfaiteur pour cette organisation en mode combat ou radical, mais je me permettrai quand même de dire que ces moments qu'on vient de vivre nous font prendre conscience que là où on disait il y a un petit peu de temps, on se rend compte qu'il n'y en a vraiment plus. On est à près de 500 équivalents emplois qui ne sont pas pourvus entre les différents métiers, sur les différentes strates, qu'elles soient domiciliaires, établissements. Et donc il est temps de réagir. Alors, vous l'avez vu, la feuille de route, elle est assez simple, elle est assez claire. Première chose, c'est d'aller travailler sur les gisements, c'est-à-dire revoir quelles sont les populations que l'on peut aller solliciter, que l'on peut aller mettre un petit peu le pied à l'étrier pour travailler sur ces métiers en difficulté. Malgré tout, l'idée, c'est de le faire collectivement, c'est de travailler donc sur un premier volet de communication efficace, puisque on est parti sur différents modèles de communication. Il faut peut-être en trouver un collectif et être capable d'aller toucher l'ensemble des partenaires qui pourraient, de près ou de loin, s'intégrer dans ces propositions d'emploi. Et puis je crois aussi qu'il ne faut rien s'interdire. Alors moi, ça m'a fait drôle de voir un conseiller d'État, un ancien DGS, parler de radical. On a été habitué à des discours plus policés, Michel, mais malgré tout, dans le cadre des formations que tu dispensais, on était habitué à ce côté un peu révolutionnaire de temps en temps. Mais sérieusement, je crois que c'est le moment un peu de bouger les lignes, moi je dirais. On a essayé de travailler depuis 2019 dans le cadre du plan Bien Vieillir, en amorçant des réflexions portées collégialement avec l'ARS sur le territoire landais. Et moi je les remercie sincèrement parce qu'on a réussi à faire évoluer nos pratiques. Mais on est qu'aux prémices. Et ce qu'a dit Fabienne tout à l'heure sur les équivalents temps plein, sur l'absentéisme et les difficultés, que ce soit en établissement à domicile, on les prend de plein fouet et on voit que le modèle est en train de tanguer tout simplement. Moi, j'ai eu l'opportunité, pour défendre les projets landais, d'aller rencontrer le ministre Combe il y a 2 semaines environ, et on a évoqué cette difficulté d'équilibre de nos services SIAS, difficulté financière de nos EHPAD, qu'ils soient publics chez nous ou privés ailleurs, même combat, difficulté d'avoir des équipes opérantes, d'avoir des plannings complets, difficulté face aux familles qui nous posent des questions et avec qui on est bien en difficulté pour répondre sous certains aspects, difficulté de connexion avec l'hôpital par moment. Moi, j'étais hier en relation avec les EHPAD sur le volet psychiatrique et on se rend compte des difficultés qu'on a à répondre à l'ensemble des attentes et à faire prendre conscience à ceux qui attendent de nous des choses qu'ils attendent peut-être pas ce qu'on peut leur donner ou qu'on n'a pas nécessairement compris les mêmes choses qu'eux. Donc il faut vraiment qu'on se croise et c'est le moment, dans le cadre de cette feuille de route, stratégiquement, de concourir dans un même schéma. On a des exemples précis. On a travaillé avec la CNSA il y a 1 an et demi sur les fameux CTA, coordination territoriale d'appui. L'objectif, sur un territoire donné, d'être capable d'avoir toujours une réponse de proximité sur un accompagnement, quelle que soit la population. On voit que ça marche. On voit que ça marche pourquoi ? Parce qu'en fonction de la dotation technique des territoires, c'est-à-dire il peut y avoir du sanitaire, il peut y avoir de l'associatif, il peut y avoir du territorial, il y a toujours des compétences capables, de façon croisée, de façon différente de ce qu'on fait habituellement,
mais d'apporter la réponse que pour l'instant on n'est pas toujours capable d'apporter, et le plus souvent on ne l'apporte pas sur le volet handicap. C'est là qu'on est les moins efficients, encore plus que sur le volet personnes âgées ou sur le volet enfants, sur le volet handicap globalement. Il faut qu'on arrive à travailler, moi je crois, sur une notion de périmètre. On parlait de territoire à l'instant. Il faut qu'on soit en capacité, sur cette feuille de route, de définir quel est le bon périmètre d'intervention partagé sur nos territoires. Quel est le bon périmètre pour créer de la formation de proximité. On en a parlé avec Marie-Laure, j'en ai parlé avec Philippe pendant un petit moment à l'instant. Il faut qu'on soit en capacité de se dire où pouvons-nous poser des formations de proximité pour éviter les problématiques de mobilité, pour éviter les problématiques de logement, et faire en sorte que les gens qui s'engagent dans ces formations aient une reconnaissance financière et une reconnaissance des autres. Vous le disiez tout à l'heure, la voiture, dire à son fils, tu vois j'ai une voiture, tu vois j'ai un métier, tu vois j'ai un macaron. La symbolique est importante et je crois que l'attachement, l'identité à son territoire de vie, à son bassin de vie est très important. On a les leviers, on va y travailler. Ce matin, c'était à l'IFB que ça se passait. Il y a effectivement des CFA, il y a effectivement des lycées pro, il y a effectivement des centres de formation rattachés à l'hôpital. Il y a différentes articulations qu'il faut qu'on monopolise, je dirais. Et il faut que région, département, EPCI, eh bien, on bouge un peu le cadre, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut plus avoir peur de travailler les uns avec les autres, de faire confiance aussi à l'autre et de ne pas être dans un schéma de compétition territoriale. Et il faut revoir ce cadre-là parce qu'on n'a plus le temps. On n'a plus le temps, on a peut-être moins de moyens financiers, et donc il va falloir faire preuve d'ingéniosité, d'optimisation financière, et puis de partage de l'information et de partage des organisations. Moi, je pense qu'on n'a plus le droit, on n'a plus les moyens de voir différents cadres d'activité porter la même mission. On n'a plus les moyens d'être dans un schéma de compétition sur certaines professions. On a le droit, par contre, de dire à l'autre, tu vas le faire mieux que moi parce que tu es mieux doté dans ce coin-là, je vais le faire mieux que toi ailleurs, et donc ça veut dire que le sanitaire pourra le faire d'un côté, le médico-social de l'autre, l'associatif de l'autre, alors avec malgré tout des règles sur le fait que l'associatif à but non lucratif sera sur ce territoire, du moins tant qu'on sera là, l'alpha et l'oméga, et qu'on ne tient pas à ce que le lucratif vienne travailler dans ce cadre-là. Ça, c'est comme ça, dans les Landes. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut qu'on soit capable très vite de construire cette organisation qui est déjà pratiquement en place, mais qu'il faut coordonner. Et la feuille de route, moi je l'ai senti comme ça ce matin. Michel, je ne sais pas quel est ton ressenti. Moi j'étais en Barrera, face à vous, et donc j'ai pu entendre parfaitement ce qui a été dit. J'ai senti cette unité, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit l'ARS, que ce soit la direction du travail, que ce soit l'ensemble des partenaires. Et donc je pense qu'on a vraiment besoin de travailler. Alors comment on va le décliner ? Parce qu'il y a eu beaucoup de théories, mais je pense que c'est important aussi de terminer en se disant qu'est-ce qu'on va faire de précis. Au niveau du département, on va voter une amorce de 500 000 € dans les prochains jours pour essayer de travailler et sur le volet communication et de faire d'entrée un appui à l'apprentissage. L'idée, c'est quoi ? C'est de faire en sorte que cet apprentissage, enfin, tout le monde parle de vie ma vie, de choses comme ça, là c'est très à la mode. L'apprentissage, ça existe depuis longtemps, sauf qu'il faut l'utiliser. Et il ne faut pas s'interdire de l'utiliser là où on ne l'a jamais utilisé. Alors effectivement, moi j'ai entendu ce matin les jeunes EduxP de l'IFB qui disaient stage apprentissage, il faut effectivement qu'on ait des tuteurs et pas boucher les trous là où il manque du personnel, première chose. Et il faut aussi qu'on ait un peu de rémunération en cohérence avec la réalité de la vie de tous les jours. Et là où on nous donne 4 € par jour, il faudrait peut-être qu'on ait un peu plus. Mais c'est là que le département, on va essayer d'accompagner sur donner les moyens à celui qui va accueillir un apprenti d'avoir un tuteur peut-être reconnu, et donner les moyens à celui qui va suivre la période d'apprentissage d'avoir des moyens qui vont lui permettre de vivre un peu plus décemment qu'il ne vivrait actuellement. Ça, je pense que c'est des choses pratico-pratiques et que si des promoteurs, des professionnels veulent mettre en place, on pourra dès à présent mettre en place sur 2023. Ça, c'est quelque chose de très classique. Et puis, il y a un autre volet qu'on va essayer de travailler, qu'on a déjà amorcé. Tu as participé, Marie-Laure, avec d'autres au premier Living Lab la semaine dernière. On va essayer de travailler sur ce volet mobilité. L'objectif, c'est quoi ? C'est d'être capable de travailler avec chaque territoire sur des opportunités spécifiques par territoire sur une flotte. Alors, on parlait de flotte de voitures. Certains départements ont une flotte de Dacia Sandero. C'est le cas de la Dordogne, je crois. Nous, on est plutôt partis, je pense, dans la construction collective sur des choses un petit peu variées. Ça peut aller du vélo électrique à la Dacia, pourquoi pas, j'ai rien contre Dacia, mais ça peut être aussi des voitures sans permis, parce qu'un des freins aussi, c'est avoir un permis, pas avoir de permis pour être un agent à domicile, tout simplement. Et quand j'ai pas les moyens de me payer mon permis, je peux pas être agent à domicile. Bon. Donc il faut qu'on travaille là-dessus et qu'on arrive à optimiser cette capacité
d'agrégats de personnes qui pourront venir nous accompagner. Parce que ce qui est le plus terrible, et moi j'ai eu 2-3 mails et messages encore la semaine dernière de collègues élus du département me disant on ne peut plus assumer notre responsabilité de service public d'accompagnement de proximité sur nos territoires. Et là, on est aux antipodes de ce que l'on porte nous déjà et de ce que l'on veut accompagner. Donc on a cette obligation de réaction. Moi je compte vraiment sur vous pour conclure, pour nous aider sur cette feuille de route. Les uns et les autres, je dirais, les actifs et ceux qui l'ont été, les jeunes et les moins jeunes, on a besoin de vous avoir sur nos tables rondes, sur nos prochaines réunions. Il y en aura 4 d'ici fin mars. Vous allez voir les différentes dates et les différents lieux qui vont être proposés. On a aussi besoin d'avoir les agents. Moi, j'ai besoin de voir des ASH, j'ai besoin de voir des agents qui interviennent sur le domicile, j'ai besoin d'avoir des soignants, des infirmiers, des travailleurs sociaux, parce qu'on a besoin de se nourrir aussi de la réflexion prioritairement. Alors on y a déjà travaillé avec les services, mais on a besoin de les croiser clairement pour être capable de proposer une feuille de route qui soit facile à intégrer et qui soit la réalité de leurs attentes. Parce que si on propose un truc qui est à côté du vélo, passez-moi l'expression, eh bien, ce sera la dernière fois qu'on aura mobilisé des gens pour rien, parce qu'ils ne viendront plus. Et donc il faut vraiment qu'on soit en capacité très vite, très vite, de pouvoir trouver 20, 30, 40 personnes, mais au-delà de ça, de trouver des organisations partagées. L'exemple du Pays Tarusat-Morsonnet, qui a été un peu le laboratoire du CTA, démontre vraiment que des gens qui ne se connaissaient pas sur un territoire de quelques kilomètres carrés travaillent 6 mois après, ensemble, dans le schéma de prise en charge concertée. Donc c'est ça le nerf de la guerre. Et après, le deuxième nerf de la guerre, c'est effectivement le combat politique avec un grand P que l'on aura apporté pour valoriser financièrement ces métiers, pour leur donner de la formation, et pour leur donner les moyens de se réaliser professionnellement. Donc moi je compte vraiment sur vous, nous comptons sur vous, il y a d'autres collègues élus départementaux, régionaux qui sont là, il y a des maires, il y a le président de l'UDCCAS qui vient d'intervenir. On compte sur vous pour vraiment nous donner ce coup de pouce, pour nous accompagner et que politiquement on ait vraiment le poids important pour pouvoir décrocher les choses qui sont pour l'instant un petit peu corsetées dans certains cadres. Dernière chose, vous parliez d'habitat inclusif, moi effectivement ça fait partie un petit peu des révolutions culturelles, hein, parce que l'habitat inclusif, on le travaille avec des gens comme vous, on le travaille, j'ai vu Colo Cadi par là, on le travaille avec des assos, mamans de jeunes autistes, avec des porteurs qui vont nous accompagner. C'est une véritable révolution que de travailler sur ces profils. Pourquoi d'établissement? Parce que ça n'existe pas dans les radars ARS, ça n'existe pas dans les radars départementaux, ça n'existe pas. Et donc imaginez quand nous allons proposer une organisation où on va faire confiance à des gens en qui on n'a jamais été capable de faire confiance et qu'on va modéliser économiquement, de façon expérimentale, des choses qui vont malgré tout rendre d'énormes services sur les territoires. Donc il faut qu'on soit en capacité de pousser un peu, de bousculer tout ça, et ce n'est qu'avec vous qu'on pourra le faire. Donc moi, merci d'être venu aujourd'hui, mais on ne fait que commencer, et à très vite pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup.